Parlons maintenant du Togo. La restriction de manifestations inquiète bon nombre d'organisations de la société civile. La modification de la loi du 16 mai 2011, loi dite Bojona, en date d'août dernier, confirme cette volonté des institutions étatiques à ne plus autoriser les manifestations publiques, un événement marquant à la suite duquel des voix se sont élevées pour dénoncer, condamner ce que d'aucuns qualifient de recul démocratique et pour pousser les institutions étatiques à revoir leur position sur cette situation. Plusieurs organisations de la société civile, au rang desquelles le GFDD, CEJP, Espérance pour le Togo, CDFDH, le mouvement Numbweke, la Concertation nationale de la société civile, ALG, etc., eh bien, ont initié Bring Back Our Freedom. C'est une initiative donc, qui porte le sceau donc, de ces OSC et sera l'opportunité de porter au public les enjeux de cette modification qui porte en elle les entraves à l'évolution de la démocratie. Alors, Bring Back Our Freedom, on comprend très bien, ça veut dire ramener notre liberté, on comprend liberté de manifestation. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Non, juste d'abord le fait que le truc leur je sais pas slogan ou quoi soit en anglais, je pense que c'est un faux départ. C'est un faux départ. On comprend que c'est bâti sur le Bring Back Our Girls dans le cas du Nigeria. Voilà, ils font déjà faux. Ça va leur être difficile. Soit il fallait qu'ils choisissent un terme Mina ou soit Kabien ou un terme togolais pour exprimer leurs idées. L'autre chose, c'est que ça m'étonne au fait. Depuis qu'on a fait voter, qu'on a fait modifier la loi sur les manifestations publiques, que ce soit les journalistes et des organisations de la société civile qui se prononcent avec véhémence. Les partis politiques, il y a peut-être l'ANC ou d'autres partis politiques qui disent que c'est une loi liberticide et difficilement, on n'organise même pas une conférence de presse en réalité pour dénoncer ça. Donc ça, je me demande si les politiques, les acteurs de l'opposition adorent cette loi. Parce que ça, là, ça devient un danger. Le fait qu'ils acceptent ça et ne fassent rien par rapport à ça et ne se prononcent pas avec véhémence par rapport à ça, je pense qu'il y a danger. Ça veut dire qu'ils adorent ça. En réalité, ce que le gouvernement fait, le gouvernement a ses raisons. Sur le plan national et sur le plan international. Le gouvernement dit, vous avez manifesté pendant des mois. Nous n'avons pu rien obtenir. Nous n'avons pu rien obtenir, c'est ça. C'est la conjugaison parfaite. Le français est compliqué. Le français est compliqué. Nous n'avons pu rien obtenir. Je continue. Donc, nous n'avons pu rien obtenir. Donc, vous n'avez pas su capitaliser non plus. Alors que le pays a perdu des dizaines de millions de francs CFA, plus de 100 millions de francs CFA. Et il y a nous avons perdu en termes de touristes, en termes d'industrie hôtelière. 100 millions, vous dites ça, c'est trop peu. Hein. Je pense qu'on parlait de milliards. Hein. Oui, regardez, en termes de milliards, dont le pays a suffisamment perdu. Pourquoi vous manifestez? Pourquoi? Alors qu'il y avait possibilité de dialoguer aussi. Donc, comme ça, à l'avenir, puisque nous avons besoin d'argent pour construire notre pays, nous allons un peu restreindre les manifestations. Et aussi l'autre chose sur le plan sécuritaire. Le pays a été fragilisé un peu sur le plan sécuritaire avec ce que nous sommes en train de voir. Et maintenant, à l'international, il y a le terrorisme partout. Le président, les autorités se disent non, vous savez, il ne faut pas qu'on laisse une certaine fragilité sur le plan sécuritaire. Il va falloir qu'on revoie tout ça. Donc, le gouvernement a des arguments solides. Maintenant, les partis politiques, il faut qu'ils démontrent par A plus B qu'en réalité, ce que le gouvernement est en train de dire, non, ça ne tient pas. Ils ont peut-être en partie raison, mais ils ne disent rien. C'est grave pour la démocratie togolaise. Moi, je dis, c'est parce que le pouvoir a eu peur. C'est pour cela qu'on parvient à ça. La deuxième chose, puisque le pouvoir a eu peur, le pouvoir veut maintenant tout contrôler. Et donc, quand on contrôle tout, maintenant, on sait que on peut aller loin. Le pouvoir veut tout contrôler. Or, l'opposition n'arrive pas à voir cet aspect-là. C'est comme la situation leur plaît. Ouais. Alors, Bring Back Our Freedom, c'est l'initiative donc a pour vocation d'inciter les institutions étatiques à abroger les dispositions de la loi. Ça peut marcher? Non, je ne crois pas, parce que après 2017, le pouvoir a compris le message, en tout cas d'une partie du peuple togolais, et a peur de 2020. 2020 en ce sens que si jamais, en tout cas,
on est en train de voir ces temps-ci les lieutenants de Faure Gnassingbé dire qu'il est le candidat naturel de l'Union pour la République unie. Si jamais Faure Gnassingbé est candidat en 2020 et que si jamais il passait, qu'est-ce qui peut se passer après? Donc, le pouvoir a fait des projections. C'est pour cela que, du coup, on a mis des garde-fous pour que on ne puisse plus retomber dans un autre 19 août 2017. Parce que vous avez vu qu'après le 19 août 2017, les ministres Barara et autres ont répété tout le temps qu'il n'y aura plus le 19 août. Donc, les garde-fous sont placés ici et là, et tout cela aussi c'est parce que notre opposition a été naïve en ne participant pas aux législatives de 2018. Eux-mêmes, ils ont fait le lit pour le pouvoir. Donc aujourd'hui, le pouvoir est en train de faire les modifications comme bon lui semble, mais au même moment, il y a un risque en cela, en ce sens que il n'y a pas que des manifestations où il faut informer l'autorité avant de manifester. Il y a aussi des manifestations spontanées. Et quand c'est spontané, là, vous voyez que ça va être difficile pour l'autorité de contrôler les manifestants. Maintenant, ces organisations de la société civile, tout comme les partis politiques, comme ils ont échoué après, depuis 2017 jusqu'à 2018, ils n'ont pas su capitaliser ce que Tipi a initié. Donc, ils ont perdu du crédit au niveau du peuple et ils cherchent à revenir. Pour revenir, peut-être, c'est pour cela qu'ils sont en train d'initier ces genres de trucs-là, dont je doute fort que ça puisse aboutir. Il y a d'autres mécanismes, d'autres leviers qu'ils pourront exploiter et pour que si le gouvernement doit revenir sur ces modifications-là, puisse le faire. Sans quoi, aujourd'hui, il n'y a plus de rapport de force pour amener le gouvernement à changer. Et puis, la loi là a été modifiée, ça fait déjà plusieurs semaines. Pourquoi attendre aussi longtemps avant de revenir là-dessus? Donc, l'opposition et la société civile, je me dis que doit revoir sa stratégie pour remobiliser peut-être les Togolais à obtenir ce qu'ils voulaient. Alors peut-être que ceux qui sont réunis dans ces mouvements de société civile, bon, à l'exception de quelques-uns que je vois qui publiquement sont affichés à côté de l'opposition, il y a beaucoup qu'on n'a pas vu aux côtés de l'opposition, donc ils en font une initiative de la société civile et non de l'opposition. Oui, bien évidemment. Bon, vous savez, le problème, c'est que nous sommes arrivés où le pays est arrivé à un moment où le pouvoir reprend toutes ses forces. Et ça va être difficile au pouvoir d'écouter un peu ce qu'ils sont en train de dire. Parce que le peuple déjà, il est fatigué. L'opposition ne représente pratiquement plus rien face au pouvoir. Vous imaginez, vous voyez comment cette opposition se déchire avec les communes, les mairies. Donc, quand cette société civile parle, dont le pouvoir va écouter, ça va peut-être... ça va pas changer, ça va pas lui permettre de changer un certain nombre de choses. Si c'était peut-être en 1990, ouais, ça pouvait marcher. Parce que c'est la société civile, ou en réalité, les organisations de la société civile qui ont fait obtenir quelque chose. À l'époque, il n'y avait pas encore le multipartisme, des organisations, le phare, des organisations de la société civile se sont mobilisées, ils sont allés voir Yadema, donc ils ont négocié l'accord du 12 juin, et donc ça a abouti, où la conséquence immédiate ou directe, c'était la conférence nationale. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop d'intérêt politique, personne ne voulait arriver au pouvoir, ainsi de suite. Et aujourd'hui, non, Faure n'est pas dans cette dynamique. Faure Gnassingbé n'est pas trop dans cette dynamique. Ils vont parler, ils vont s'afficher 2 jours, 3 jours, ils vont être fatigués. Le pouvoir va vous dire qu'il est en train de faire la démocratie. Quand le ministre Trémois dit ou appelle toutes les institutions de la République à œuvrer pour la démocratie ou l'enracinement de la démocratie, c'est quoi? C'est pour dire que nous sommes en train de faire la démocratie. Moi, je ne suis pas... La démocratie du bout des lèvres. Moi, ce que je dis, qui est peut-être capital pour moi, c'est que, vous savez, quand le pouvoir devient trop fort dans un pays,
il y a danger. Quand le pouvoir devient trop fort. Et malheureusement, c'est sûr. C'est sûr à quoi on a une opposition trop fragile et qui se discute. Quelque part aussi, c'est le pouvoir qui a contribué à cette fragilisation-là de l'opposition. Vous n'avez aucun pays où le pouvoir renforce son opposition. Hein. Non, mais c'est dangereux aussi quand on a un pouvoir trop fort. Parce que à l'extérieur même, ça ne renvoie pas une bonne image. Donc, on a intérêt d'avoir une opposition, même si elle ne joue pas forcément qui lui interdit? Personne, il n'y a rien qui interdit à l'opposition d'être cette opposition forte qui équilibre un peu le rapport de force. Vous avez vu, par exemple, Firmel a dit, on sort à peine des locales, on laisse la proie de côté et on attaque l'ombre. Entre eux, ils se déchirent déjà. Et ça, on ne peut pas l'imputer au pouvoir. Non, tout cela se comprend parce que, vous savez, les gens ont gardé beaucoup de choses depuis que la C14... c'est le moment de le déballer. Oui, donc ils sont en train de se défouler, seulement qu'en procédant de la sorte, ça a fait le jeu du pouvoir et ça les fragilise sans le savoir. Même aujourd'hui, vous voyez que l'ANC est en train de se débattre. L'ANC n'est plus, comment on dit ça, incontournable comme c'est le cas avant 2017. Aujourd'hui, je ne sais pas si Jean-Pierre Fabre nous suit, mais il ne sera pas d'accord avec vous. Non, mais il a martelé hier en conférence de presse que c'est son parti qui est arrivé en tête de tous les autres. Bon, je ne sais pas si c'était leur objectif d'être en tête des partis d'opposition. C'est ce qu'il a dit. Populiste où c'est ça qui leur a marché entre-temps avec l'UFC et c'est le même discours qu'ils ont gardé pour l'ANC. Mais après le 2018, tous ces partis-là, en réalité, se cherchent. La conférence de presse d'hier, en réalité, moi, je ne vois pas son opportunité. Parce que quand vous contestez, ou du moins, il a rejeté les élections, mais c'est ces mêmes élections qui l'ont consacré maire. Donc, il y a un réel problème. J'aurais souhaité plutôt qu'ils puissent nous dire que, voilà, il y a des lacunes dans l'organisation de ces élections. Retrouvons-nous rapidement pour que, en 2020, on ne puisse plus être victime des mêmes choses que... il a dit qu'il veut discuter avec le pouvoir. Mais aujourd'hui, le pouvoir, lui, n'a pas besoin de discuter. Non, regardez par exemple. Il me semble qu'il y a un problème avec les élections locales. Il faut qu'on arrive à faire la différence entre les locales et les législatives. En France, il y a des partis qui sont maires, peut-être qui ne sont pas au pouvoir. Mais quand il faut décider de l'avenir du pays, c'est le Parlement, c'est l'exécutif et le législatif. Donc, que Jean-Pierre Fabre ne pense pas que le fait qu'il soit arrivé en tête au niveau de l'opposition, donc ça oblige systématiquement le pouvoir à discuter, à ouvrir un nouveau dialogue avec lui. Ça, c'est les locales. Ça, c'est un local, ça n'a rien à voir avec le législatif. Quand il faut discuter aujourd'hui de l'avenir du pays, l'exécutif discute directement avec le législatif. Donc, on ne va pas aller chercher un maire dans une localité pour dire venez. Non, ça, il y a une grande différence. Donc, il faut qu'ils oublient ça. Et le pouvoir n'est plus dans cette posture pour dire on va ouvrir un dialogue. Ou on parle d'un feu de route de la CEDEAO. Cette histoire-là, c'est fini. Et il faut qu'ils le sachent. C'est-à-dire, il faut qu'ils le sachent. Le pouvoir veut évoluer. Mais l'autre chose, c'est que c'est l'opposition, comment tu dis, qui renforce le pouvoir. C'est l'opposition qui renforce le pouvoir. L'opposition ne sait pas exactement ce qu'elle cherche. Ou il y a des gens qui me disent que ce sont de grandes personnes qui savent là où ils sont en train d'aller. Peut-être, moi, je dis toujours, ils veulent tout sauf le pouvoir. Ce ne sont pas des partisans de l'alternance comme ils aiment nous faire croire cela. Ils ne sont pas des partisans de l'alternance. Et c'est ça qui est un danger pour le pays. Parce que quand vous êtes partisan de l'alternance, vous contribuez à l'enracinement de la démocratie. Cette opposition ne contribue pas systématiquement à l'enracinement de la démocratie. Elle contribue, elle se lance dans de petites querelles, dans de petites attitudes qui nuisent au peuple togolais. Regardez des milliers de Togolais qui étaient sortis, qui avaient donné foi à leur manifestation, qui leur avait donné un certain crédit. Mais regardez comment ils se discutaient. Peut-être une ANC au Parlement, un quart au Parlement, le pouvoir
n'allait jamais penser introduire une telle modification. C'est à moins qu'il y ait un équilibre de force. Avant, on les a vus au Parlement, mais il y a eu des lois qui sont passées parce que, en dehors de lois constitutionnelles qui retiennent 4/5 moins 2 tiers. Les lois concernant les ratifications, les réformes, les petits. Mais sur le plan politique, à l'époque, ça ne pouvait pas passer. Oui, mais vous vous rappelez, même, de son temps, la loi Bujouna a été très critiquée, mais était passée au Parlement. Oui, mais attendez, il y avait eu un travail sérieux qui a été fait avec les maîtres d'Egli, Jean d'Egli et autres. À l'époque, peut-être seul l'ANC ne comprenait pas la portée de non, je ne pense même pas que l'ANC a voté parce que ce n'était pas la modification constitutionnelle, c'est une loi simple. Oui, c'est ce que je dis. On n'a pas besoin de 4/5. On n'a pas besoin de 4/5. La majorité simple. Exactement. Il y avait eu un travail de sensibilisation, un travail de pédagogie, d'approche qui a permis à ce qu'on puisse aller au vote de cette loi-là. Et puis, rappelez-vous de celui qui portait, en tout cas, cette loi-là. Il s'agit de Pascal Bojona. Et Pascal Bojona, il faisait l'unanimité pratiquement au niveau du pouvoir et de l'opposition. Donc, il faisait le point. Donc, il a su jouer le jeu pour que cette loi-là puisse passer. Et finalement, qui a le plus tiré profit de cette loi-là? C'est l'ANC ou du moins les oppositions. Donc, vous voyez que si aujourd'hui il y a modification, c'est parce que ces partis-là que nous citons n'étaient plus représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, alors, Firmé avait touché tout à l'heure un point très important, c'est que on ne sent pas l'opposition, en tout cas extra-parlementaire aujourd'hui, véritablement prendre ce combat-là comme son combat. Mais il nous avait dit à l'époque que leur seule arme, c'était les manifestations. Oui, c'est ça, j'allais dire. L'opposition, aujourd'hui, hier parlementaire, aujourd'hui extra-parlementaire, tirait sa force d'où? De la population. Mais aujourd'hui, par leur comportement, ils ont démobilisé cette population-là. Aujourd'hui, je crains, parmi ceux là, quel parti pourra encore lancer un appel de mobilisation aux Togolais et ils vont répondre. Donc, vous voyez aujourd'hui tout le débat ou toutes les discussions auxquelles on assiste sur les réseaux sociaux. Donc, vous comprenez que aujourd'hui ils se déchirent entre eux. L'ANC tente de sortir la tête de l'eau, mais moi, je me dis, cette façon de procéder là ne va pas forcément lui réussir. Si aujourd'hui, il semble encore tirer un peu son épingle du jeu, c'est parce que il n'y a pas, Tipeee aussi, le PNP, on ne le sent plus ces temps-ci. C'est pour cela il est en train de faire ce jeu-là. Alors, comment est-ce que les OSCC peuvent faire changer les choses? Ils disent qu'ils ont lancé Bring Back Our Freedom, mais bon, j'imagine qu'ils ne peuvent pas manifester parce que même s'ils peuvent manifester, je ne sais pas, on a tellement charcuté les choses que je ne sais pas où ils vont manifester. Non, si c'est pour manifester, je ne pense pas que cela puisse porter assez de fruits. Parce que vous allez vous retrouver quelque part, peut-être avec le WhatsApp, ils peuvent rendre les... Parce que ce qu'ils disent, c'est que ils vont faire diffuser sur les réseaux sociaux des profils, statuts, stories, les partages, un visuel demandant le retrait de la loi. Non, c'est-à-dire... Derrière ce mouvement. Écoutez, quand il parle de WhatsApp et de profil, vous avez vu toutes les images, entre guillemets, non, même pas entre guillemets, des images horribles que des gens postaient sur les réseaux sociaux pour lancer du discrédit sur le pouvoir en place. Est-ce que quelque chose a changé? Rien du tout. Les manifestations ont pris fin, on a organisé les élections locales, c'est après qu'on a fait les réformes. Vous imaginez? Donc ça veut dire, le pouvoir n'est pas sensible à ça. Le pouvoir aujourd'hui n'est pas sensible à ça et le pouvoir ne veut plus reculer. Le problème, c'est que les Togolais, je ne dis pas qu'ils doivent rester là, tout ça, mais il faut qu'on réfléchisse à une autre méthode. Il faut que ces organisations inspirent confiance, inspirent du crédit
pour que leurs actions puissent se porter. Sinon, s'ils vont organiser des trucs sur les réseaux sociaux, s'ils vont organiser des séminaires, peut-être de petites manifestations, est-ce qu'ils ont assez de moyens? Il faut que ça dure aussi dans le temps. Il faut que ça dure jusqu'à ce que le pouvoir se dise, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et peut-être on va revoir la modification. Mais vous pensez que ce pouvoir-là, qui est là actuellement, va, parce que des organisations de la société civile vont crier 2 fois, et le pouvoir va dire, ok, député, revoyez ça là. Je ne pense pas que ça puisse être possible. Regardez par exemple, ce qui s'est passé avec le contrat première embauche en France. Regardez comment ça s'est passé. Il y a le Parlement qui a voté ça. De Villepin, c'était son projet. Le Parlement a voté ça. Maintenant, les organisations de la société civile se sont levées. Mais chaque jour, il y avait, de janvier jusqu'en avril, il y avait des manifestations. Il n'y avait pas assez de politique. Dans le jour, il y avait des organisations de la société civile, la population, des syndicats. Ils ont manifesté. Et jusqu'au 10 avril 2006, Chirac s'est levé et dit, il faut que je m'adresse à la nation. Vous savez, nous allons retirer cette loi-là et on va aviser après. C'était sa phrase. Est-ce qu'au Togo, on peut avoir ça? Alors que ce que proposait à l'époque de le contrat première embauche, ça devrait permettre en réalité d'embaucher un certain nombre de jeunes, ceux qui n'avaient pas de garantie. Mais aujourd'hui, est-ce que on est à ce niveau-là? En 2017, ça pouvait marcher. Mais en 2017, on a marché, on a manifesté, mais on n'a pas pu obtenir les réformes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse obtenir aujourd'hui le retrait de cette loi? Moi, je ne pense pas que cela puisse marcher. Je pense que peut-être on va demander. Ça, c'est fondamental. Il faut que le pouvoir sache que ce n'est pas parce qu'il est tellement fort qu'il va chercher à trop contrôler la liberté. Parce que autant vous contrôlez tellement systématiquement les libertés, autant vous étouffez les gens. Et c'est un danger pour l'avenir. Justement, parce que après la modification quand même de cette loi, en tout cas les restrictions qui ont été apportées à cette loi, beaucoup ont dit ce pouvoir n'a pas compris le message. Les gens ne sont pas sortis dans la rue par plaisir. Ils sont sortis parce qu'ils sont mécontents et ce n'est pas en les empêchant de sortir que vous résolvez le problème. Voilà. Donc, en réalité, le problème togolais est d'autres socio-économiques. Voilà. Et aussi politique. Donc, on ne le dira jamais assez. C'est un peu comme après la modification unilatérale de la Constitution de 92. Vous avez vu tout ce temps-là qu'on a passé, on était là-dessus. Il faut retourner à la Constitution de 92. Il faut ramener les articles modifiés et tout, le pouvoir n'a jamais obtempéré. Il a fallu un 19 août 2017 pour provoquer et même les dialogues qu'on a eu pour qu'on puisse avoir ces réformes-là n'ont jamais abouti. Mais quand le peuple s'est levé, vous avez vu que le pouvoir a fait un premier geste après la manifestation du 19 août. C'est vrai que seulement que l'opposition n'a pas saisi la brèche et on a vu les réformes qu'on a eues aujourd'hui. Donc, je me dis, les organisations de la société civile, s'ils veulent véritablement que le pouvoir puisse revenir sur cette loi-là, cette modification-là, il faudrait continuer un travail d'éveil. Et il faudrait continuer ce travail-là de conscientisation de la population, parce que si la population ne se lève pas à elle seule, ces organisations-là, elles ne pourront jamais faire fléchir le pouvoir, parce que le pouvoir, je l'ai dit, est dans une dynamique donnée. C'est comment sécuriser l'après 2020, parce que nous tous, nous savons que dans notre pays, à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, il y a toujours contestation. Et en 2010, cette contestation-là a duré pratiquement 5 ans. Le pouvoir ne veut plus de ces manifestations-là. Firmin l'a dit tantôt, les contestations de 2017 nous ont coûté plusieurs milliards, alors qu'aujourd'hui, on nous parle du PND, ce PND-là qui a besoin de plusieurs milliards pour le développement de notre pays, ce que nous arrivons difficilement à mobiliser. Donc, vous voyez, si on ajoute ou on permet encore des manifestations, les investisseurs dont on rêve tant ou pour lesquels le chef de l'État est en train de faire des yeux doux, je crains fort que ces investisseurs-là ne puissent arriver au Togo et investir pour le développement. Peut-être une autre alternative pour les OSC sur cette question, c'est
c'est des rencontres avec les autorités pour les convaincre du bien fondé de reculer. Mais encore, il faudrait que ces OSC-là soient crédibles. Ça, parce que il y a aussi ce débat-là, vous l'avez effleuré, que beaucoup ont des penchants pour l'opposition, d'autres ne se sont jamais affichés, mais on connaît aussi un peu leur tendance. Donc, pour que leur message puisse véritablement passer au niveau du gouvernement, il faudrait que... Mais regardez, ce qui est aussi peut-être grave dans cette affaire, c'est que ce sont les députés qui ont voté cette loi. Il y a les Djeritama qui sont là, il y a les Agbome Kodjo qui sont députés, il y a des opposants, des jeunes indépendants, plus proches du pouvoir que de l'opposition. Mais Agbome n'a pas marqué son accord à cette modification. Oui, mais regardez, ce sont les députés nouvellement élus. Donc, ces députés-là, s'il y a travail à faire, je pense que le travail va commencer avec les députés. Je pense que le travail va commencer avec les députés. Et quand on commence avec les députés, peut-être on va aller voir certains proches du système avec les ministres, tout ça. Ça peut commencer comme ça. Parce que ce n'est pas le pouvoir directement qui a voté. Ce ne sont pas les ministres qui ont voté. Oui, mais c'est un projet de loi du gouvernement. Oui, bien sûr, c'est un projet. Ça pouvait ne pas passer. Oui. C'est un projet qui est arrivé à l'Assemblée nationale. Mais ceux qui ont voté, ce sont les députés. Donc, s'il y a un travail à faire d'abord, c'est d'organiser des rencontres avec les députés, leur faire comprendre le sens de ce qu'ils veulent défendre. Ça serait maintenant difficile pour que les députés reviennent sur le travail. C'est pour cela que tout a été fait en catimini, parce que personne pratiquement n'avait eu écho vent de ce projet de loi-là, jusqu'à ce qu'on ne passe au vote. Alors que avec les anciennes législatures, la plupart des temps, on avait vent de ce qui se tramait. Et moi j'ai eu dit quand même de la part d'un certain nombre de députés qu'ils ont eu le projet 48 heures avant le vote. Donc, vous imaginez. Donc, et puis, est-ce que ces députés-là ont voté? Donc, vous savez, il y a une chose. Une chose dont on peut parler aussi. S'il y avait les femmes, peut-être la C14 au Parlement, peut-être on n'aurait pas encore eu les réformes. Oui. On ne laisse pas encore eu les réformes. Il y a cet aspect aussi. Il y a cet aspect. On n'aurait pas eu les réformes. Et ça aurait été un échec pour le pays ça aurait été difficile pour le pays qui veut les réformes. Et l'autre, si on les avait aussi, peut-être l'autre point positif, si on les avait, peut-être on n'aurait pas cette modification aussi. Donc vous voyez, regardez comment cette opposition-là, entre guillemets, pose des actes qui nuisent au pays ou à l'avancée démocratique. Il y a aussi une question qui me taraude l'esprit, c'est à qui nuit cette modification? Parce que la plupart des manifestations qu'on a eues, elles sont politiques. Elles ne sont pas d'abord pour des revendications sociales. Elles nuisent au peuple, parce que justement, c'est ça que je dis. C'est-à-dire, quand vous demandez aux gens d'aller manifester pour qu'un président dégage, c'est une chose. Mais si vous demandez aux gens de sortir pour qu'on baisse le prix de tel, ça touche tout le monde. Donc, finalement, à qui ça nuit? C'est peut-être plus aux politiques Maintenant, cette restriction-là ne concerne plus seulement tout le monde est emballé. C'est-à-dire qu'on nous enlève ce droit-là de manifester. On a vu dans ce pays-là, il y a eu... Mais on a le droit de manifester, sauf que cette liberté est beaucoup plus contrôlée maintenant. Mais quand c'est comme ça, on ne manifeste plus. Mais je vous dis qu'en France, c'est plus grave que ça. Hein. En France, c'est pour manifester maintenant, puisque cela a coûté des milliards d'euros de pertes en termes de pertes. Donc, c'est tellement contrôlé maintenant. Quand vous arrivez... La France non plus, c'est pas un bel exemple. C'est pour dire que c'est parce que c'est le contexte international qui oblige. Et aussi, des pays ont besoin de beaucoup d'argent. C'est pour cela que ces dirigeants-là se comportent ainsi. Mais pour revenir à votre question, qui est fondamentale, ça nuit tout d'abord aux politiques, c'est-à-dire aux partis de l'opposition, parce que c'était la manifestation qui était leur seule arme. Vous imaginez, on serait sous cette loi-là, il n'y aurait jamais eu de 19 août, c'est-à-dire et l'après. Vous imaginez, donc tout d'abord, on leur prend l'essence ou l'esprit du droit de manifester en quelque sorte. Donc il leur serait difficile maintenant de faire trembler le pouvoir, parce qu'en 2017, avec la loi Bojona, ils avaient fait trembler le pouvoir. Maintenant, ça leur nuit. Et mais l'autre partie, ça nuit au peuple. Quand il s'agit de manifester social, entre guillemets, mais c'est-à-dire quand c'est tellement contrôlé, mais je doute que ça puisse porter assez de fruits. Merci Firmin Teko Agbo, merci à Thierry Afanoukoue, notre troisième invité n'a pas pu arriver. Merci à vous de nous avoir suivis, nous sommes encore ensemble demain.